Sabotage. Un inconnu me réveille à 20h. En bas de l'escalier raide, stationne dans la cour une camionnette bâchée, une Opel d'un très ancien modèle au verre fané. Un véhicule comme tant d'autres, dont les pare-chocs tiennent mal au moyen de fils de fer et dont les pneus ont râpé leur sculpture. La bâche grise, quoique rapiécée, n'est tranchée d'aucune fente par où percer le voile. Le rideau de grosse toile qui ferme l'arrière s'entr'ouvre et je saute par-dessus le haillon, mouvement familier, car si nos Land Rover étaient en meilleur état, l'embarquement silencieux ressemblait à celui-ci. Faute de banc, je m'assieds, jambes croisées, appuyé contre les ridelles. Une forme indistincte grommelle, je réponds par un semblable grognement, et nous nous taisons. La camionnette brinque-balle dans un grincement de ferraille insuffisamment graissé. Les amortisseurs ont depuis longtemps cessé de rien amortir, et chaque bosse de terrain m'oblige à me cramponner. Au halètement du moteur, je reconnais une côte. Prolongement d'une trajectoire aux ressorts inconnaissables, à travers le monde des profondeurs nocturnes, que les deux haltes dans la cahute et la chambre monacale n'ont fait que ponctuer d'un repos ambigu, comme un temps d'épreuve où m'encerclaient des ruses latentes qui me tendaient des gestes piégés. Le trajet s'allonge, obscur et grinçant. La bâche qui nous encercle pèse si bien qu'elle suggère un transport au long de galeries creusées plus profond à chaque étape, avant sans doute d'émerger en un lieu privilégié de la surface relié aux entrailles par un puits mystérieux. Rêverie que tout cela, sans objet, sinon d'occuper ma pensée que ne sollicite aucune réflexion sur un sabotage dont j'ignore tout, aucune déduction sur notre itinéraire rendu inintelligible par l'abondance de virages qui suppriment les points de repère. Mes yeux, habitués à l'obscurité, distingue moins imparfaitement Dmitri, assis en tailleur au fond de la camionnette, une mitraillette Sten sur les genoux, chargeur engagé. Ces antiques Sten, d'une simplicité admirable, fonctionnent imperturbablement dans la poussière ou la boue, mais la simplicité même de leur conception rend le percuteur fixe très sensible au choc. Celle-ci étant imprudemment braquée dans ma direction, je fais signe à Dmitri d'en modifier l'inclinaison. Il se contente de pencher un long visage aux yeux enfoncés sous des sourcils broussailleux et au nez busqué souligné d'une moustache tombante. J'apprécie ce masque romantique surgi de la nuit. Pourquoi n'apprécierais-je pas? Je n'ai rien à faire qu'à prendre patience et surtout ne pas imaginer. Autant me réfugier dans l'esthétique. Le bruit, plus sourd, traduit un chemin de terre. Le châssis tangue et se penche dangereusement. Dmitri garde sa main droite posée sur un tas sombre, probablement les explosifs. À en juger par le volume, nous utilisons des procédés archaïques. Les chocs se font ininterrompus, le moteur à bas régime cogne, la camionnette ralentit encore et stoppe. Je saute dans la nuit transparente. Dmitri me tend le sac d'explosifs, plus lourd que je ne le prévoyais. La corde qui le double se tend en bretelle, pèse à la base du cou sur la chair qu'elle entamera bientôt. Je souhaite l'objectif proche. Marche mal assurée pour essai. Du fossé noir se lève un gamin. Il s'approche. Nous ne prenions pas assez garde aux gosses. Nous? Quel sens à ce pluriel, désormais? La camionnette s'en va, feux éteints, trébuchant par bosses et ornières. Tout est désuet. Camionnette, explosifs, mitraillettes, organisation. Nous descendons la dénivellation. Le sentier ondule à flanc de coteau. La terre pierreuse nous domine et engloutit nos silhouettes au long du sentier damé par des générations de chèvres. Le berger, pieds nus, me précède. Le sac est très lourd. Odeur résineuse, parfum de lavande écrasée que j'aime. Mais l'absence de sérieux me surprend. Pas de préparation sur carte, pas de plastique, pas de radio.
Le gosse file avec légèreté, sans ralentir. Le sentier se prolonge en traversée. Le sac s'alourdit. Je trébuche sur une pierre. La main de Dmitri me pousse avec rudesse. Le poids se diffuse, raidit ma nuque. Le sentier n'a pas de fin, serpentant par les montagnes torturées. Il serait honteux qu'un officier britannique cède et renonce dans ces conditions. Ne pas perdre la face. Mais tu n'avais pas de chargement à porter. La caste des maîtres ne s'embarrasse pas de tels détails. Ils sont plus résistants que moi. Il ne sert à rien de se souvenir. Il n'est pas de système stable, même notre système solaire. Pourquoi ferais-je exception? Marcher, avancer, jambes demi-fléchies, ainsi ont traversé l'Europe les armées de jadis. Avancer, en imposant un rythme régulier aux cuisses. Le poids s'accentue. De l'épaule tailladée, il descend vers les hanches qu'il ralentit, et plus bas sur les mollets qui déjà tremblent. Coup de crosse dans les reins. J'ai dû ralentir. Je ne suis qu'un exécutant, un prisonnier au corps intoxiqué, alourdi d'efforts, au regard qui se brouille. Avancer, en regardant mes pieds et le sol du sentier devant eux, bien marqué, pas plus loin, surtout pas plus loin. Je ne pourrais tenir qu'en ignorant la distance. Coup de crosse dans les reins. Je me redresse. Je l'étranglerai. Ils m'ont renvoyé ironiquement dans un univers qui fut mien, mais dégradé et rejeté dans le camp adverse. Pour que je comprenne quoi? Main de Dmitri sur l'épaule, je me redresse, la main me retient, insiste, appuie, m'assied par terre. Je me liquéfie dans la poussière, délie muscles et tendons. Il en est qui refusent de s'exécuter, noués, serrés. Je m'étale. Plus de sac. Il s'allonge à plat ventre, appuyé sur les deux coudes, main soutenant le menton, et il tourne un peu la tête pour la regarder. Elle est nue également, nuque sur l'oreiller, sein à hauteur de son visage. Elle fume une Rothmans, lentement, et sa bouche s'arrondit par moments pour exhaler la fumée en cercles successifs. Elle semble absorbée tout entière dans la contemplation des anneaux gris-bleu qui s'élèvent puis se déforment en ellipse sous l'effet de l'appel d'air provoqué par la fenêtre entrebâillée. C'est une fenêtre à petits carreaux dont le châssis se soulève à la base et dont on règle l'ouverture au moyen d'une barre crantée. Il aime cette auberge des Cotswolds pour sa rusticité, point encore trop fardée, malgré l'installation récente du chauffage central et l'augmentation des prix qui en est résultée. Ce n'est pas le prix qui le gêne, plutôt l'appréhension que bientôt les boiseries du pub, le vaste foyer de la cheminée, les poutres grossièrement équarries et l'escalier de bois qui monte raide jusqu'au 2e étage où il passe la nuit, ne deviennent apôts astucieusement conservés pour les Londoniens en quête d'authenticité archaïque, comme il est arrivé à tant d'autres relais, sauvés un temps grâce à leur éloignement des routes fréquentées par les automobilistes. Il la regarde avec plaisir, mais aussi avec un certain étonnement. Il est curieux, lui dit-il, de coucher avec sa mort. Elle comprend mal cette surprise, et plaisante en lui rappelant que c'est un cliché littéraire depuis longtemps usé de rapprocher l'amour et la mort. Il le lui concède volontiers, tout en constatant que, en l'occurrence, il ne s'agit pas de symbole, mais d'une réalité très concrète, et que le Luger dans son sac à main posé sur la table de chevet n'est nullement un artifice poétique. Il ajoute que, au demeurant, elle risque assez gros, car il pourrait fort bien jouer, lui, le rôle de la mort, et en finir avec elle.
Elle sourit, visiblement amusée, sans sarcasme pourtant. Cette hypothèse la divertit par son impossibilité, dit-elle. Il lui demande de s'expliquer. Elle le prie de lui laisser d'abord terminer sa cigarette. Il n'est pas pressé et attend. Elle écrase soigneusement le bout de la cigarette dans un cendrier en céramique, un peu clinquante. Il serait absurde, explique-t-elle, qu'il la tuât. On l'arrêterait immédiatement et il serait infailliblement condamné. Il objecte qu'il en irait de même pour elle, car il a pris la précaution de déposer chez son homme de loi une lettre à remettre à la police en cas de décès. Elle le regarde très gentiment et lui dit qu'elle n'en croit rien. Il se demande avec un certain agacement comment elle peut le savoir. Elle rit et passe la main sur ses cheveux. Il en est un peu vexé, se sentant traité en animal. Elle lui affirme que c'était simple geste d'amitié. Il se lève et va jusqu'à la fenêtre. Le miroir de la vallée scintille sous la lune d'hiver et les haies le craquellent en lignes géométriques. Elle le rejoint et s'appuie sur son épaule. Il reste longtemps debout, côte à côte. Il a passé son bras gauche derrière la glissante chevelure et posé la main sur sa hanche. D'un certain point de vue, il regrette qu'elle soit décidée à le tuer. Néanmoins, mourir pour mourir, il préfère que ce soit de sa main. Ce sur quoi elle lui demande de préciser qui elle va tuer. Le traite joyeusement de romantique, au sens le plus péjoratif du terme, et il plonge dans le lit en riant aux éclats. Une main me secoue, j'ai sans doute dormi. Le visage raviné de Dmitri s'incline, tout proche. Un doigt levé croise ses lèvres, et j'en éprouve une immédiate jouissance. Cet ordre de silence indique la proximité du but. C'en est fini de l'interminable portage. Le gosse se tient près de lui, revenu de sa mission de reconnaissance. Le sac me semble beaucoup moins pesant. Dmitri me guide comme on guide un cheval, à l'exception des rênes. Sa main se pose sur mon épaule et me fait tourner dans la direction désirée. Pas même un auxiliaire, un animal, docile, utilisé, manipulé. Et par un homme qui aurait été sous les ordres de l'un de mes sergents. Nous nous aplatissons soudain à l'abri de grands genêts pour observer les lieux. Au-delà d'une étendue plate et sableuse, large d'une centaine de pieds, la bande sombre d'un haut grillage barre le terrain. Je me retourne vers Dmitri allongé légèrement en retrait, désigne le camp et murmure « Électrifié ?» Il hoche la tête de bas en haut, négativement. Je n'ai plus qu'à rester immobile en attendant les ordres, ravalé au niveau du soudard grossier, douloureusement étranger à l'habitude vite acquise par l'homme de troupe de laisser la durée s'écouler au long des moments creux où il faut simplement attendre, conscience vide et regard terne. Le commandement occupe. Il oblige à se remémorer les modalités de l'action, évaluer les risques imprévus, prendre des décisions soudaines. Je ne suis pas un bon exécutant, et Dmitri le sent bien, dont les réponses brèves n'impliquent aucune camaraderie. Je le gêne. Des pas sourds, il s'approche. Je m'efforce de m'incorporer dans le sable. De l'autre côté du grillage passe une patrouille devinée plus qu'aperçue. Elle s'éloigne. Dmitri me pousse le coude. Le grillage est de gros fils galvanisés à mailles larges. Dmitri extirpe de la musette les cisailles à longues poignées de bois et s'allonge à la renverse,
doigt sur la détente de sa mitraillette. Le fil cède plus vite que prévu, avec un claquement sec qui me semble se répercuter sur tout le plateau. Mâchoire contractée, j'attends l'éclair brusque d'un projecteur. Rien ne se produit. Un sentiment de sécurité accompagne vite un mouvement répété qui n'entraîne pas de réaction, et je travaille avec précision. Nous traversons. Étrange impression de rentrer chez moi par effraction. Dmitri du doigt me désigne un bâtiment cubique. Des pins sur la gauche dissimulent nos silhouettes et nous nous déplaçons rapidement, à demi courbés. Il n'y a pas de sentinelle. La porte de fer est fermée par un cadenas attaché à une grosse chaîne. Dmitri prend la cisaille, se dresse contre la porte, s'arc-boute, la chaîne claque, il pousse la porte. Au-dedans, des caisses empilées. Munitions, murmure Dmitri. L'enjeu de la partie me paraît de plus en plus mince, mais je n'ai pas le choix. Je déballe la dynamite, et nous disposons les rouleaux contre les caisses avec des gestes précis et automatiques. Dmitri doit être accoutumé à ce genre d'opération. Il sort de sa musette un cordeau Bickford. Étant donné la vitesse à laquelle brûle le Bickford, nous n'aurons jamais le temps de nous éloigner suffisamment avant l'explosion. Pourtant, malgré la conviction que je vise une absurde opération suicide, l'activité immédiate m'occupe tout entier et refoule l'angoisse. Dmitri tire de sa poche un vieux briquet à molette quand un léger bruit nous immobilise. Le crissement du sable s'entend de loin, mais celui-ci ne provient pas d'une patrouille. Je sors sur la pointe des pieds et me plaque contre la paroi de ciment. Un point rougeâtre se balance presque à hauteur de botte. Bien que la silhouette du fumeur soit à peine visible, mon regard tendu distingue la casquette d'un officier amateur de promenade nocturne. Monte en moi le malaise profond d'avoir trahi. Celui que je vois, c'est moi-même il y a 5 ans. Fasciné par cette ombre surgie du passé, je n'ai pas entendu Dmitri. Un poisson blanc file de sa manche, la casquette s'affaisse sans un bruit, et le point rouge continue de brûler sur le sable. Avec détachement, j'admire la prouesse technique, et en même temps ma poitrine se contracte, comme si j'avais reçu le choc du couteau. Dmitri chuchote « Restez ici et surveillez ». Je sors de son étui le revolver de mon collègue, un Smith & Wesson à barillet. La sensibilité de mon ouïe s'est affinée à l'extrême. J'entends nettement le craquement de la molette du briquet et le grésillement du Bickford qui s'enflamme. Nous ne disposons plus que de 3 minutes environ. Dmitri m'a déjà rejoint. Nous bondissons dans la direction de fûts métalliques. L'absence du sac en travers de mon dos me rend étonnamment léger. Aussi insensée que soit cette opération, elle se déroule correctement, et je me prends à espérer. Stéphanos appelle calme, à mi-voix. Je plonge derrière les barils. Le cône d'une torche électrique balaye le sol, découvre le cadavre. Tout éclate simultanément. Le cri d'alerte de l'officier, la brève rafale de la Sten de Dmitri, les ordres dans les miradors et les faisceaux blancs des projecteurs qui fouillent le terrain. J'ai traversé le grillage sans m'en apercevoir, dans cet état de lucidité physique où le corps agit de lui-même, et je cours vers les pins. Une mitrailleuse entre en action. Dmitri a dû être happé par un projecteur. Je pique tête en avant entre les arbres, et à cet instant, la réserve de munitions saute. L'explosion initiale est suivie par les salves des caisses éclatant l'une après l'autre, spasmodiquement. Une lueur jaune-orangée s'élève du camp. Les cris jaillissent de partout, et je ne sais par où fuir. Je transpire abondamment. Une ombre solitaire file près de moi. Je cours sous les pins. J'ai grand-peine à ne pas perdre Dmitri de vue. Il m'attend au bord d'un espace plus clair. Je tente d'accélérer mon allure. Une branche morte se prend dans mes jambes. Je perds l'équilibre, m'étale dans les aiguilles.
La Stène crache au-dessus de ma tête. Personne derrière moi. Je débouche du bois sur une pente parsemée de buissons. Pourquoi avoir tiré dans ma direction s'il n'y avait personne? Crochets entre les arbustes épineux. Sur la gauche, des chaussures martèlent le sol, des pierres roulent. Un détachement va nous couper la retraite. Cette fois, je suis perdu, mais n'y prête pas attention. Emporté au long d'une pente qui m'entraîne à enjambées immenses. Je dévale dans une fuite panique sur l'ombre entrevue de Dmitri. Imbécile que je suis. C'est sur moi qu'il a tiré pour m'empêcher de parler. Dans son regard, j'étais le double de Stéphanos. Une dépression camouflée par des buissons d'acanthe allonge une tache sombre. Je m'y jette de côté. Le Talweg est plus profond qu'il ne semblait, mais les branchages amortissent ma chute. Indifférent à la brûlure des épines qui m'ont balafré, je me retourne. À plat ventre, j'attends. Des coups de fusil claquent en amont. Des torches éclairent le terrain. La Stène lâche une rafale. Une autre rafale répond. D'autres, de partout. Je ne vois personne. Dmitri tire de nouveau. Les fusils, nos fusils d'assaut, balayent la pente comme une mitrailleuse. Les soldats poussent des cris de satisfaction. Je n'entends plus la Stène, ni les autres. Des ombres courent à quelques pas de ma tête. Une explosion énorme engloutit dans son fracas le crépitement des caisses de cartouches, et les branches de pin se ploient et craquent sous la puissance du souffle qui les râpe. Notre sabotage n'a été que diversion, tandis qu'un commando plus sérieux profitait du désordre pour faire sauter un important dépôt d'explosifs. Je rentre la tête dans les acanthes. Les soldats remontent la pente en courant, en criant, dans la confusion. Je n'ai plus qu'à me faufiler sous les épines en attendant lièvre peureux qui se tapit. Cependant, personne ne semble me rechercher, et je soupçonne que, aucun projecteur ne m'ayant isolé, ils pensent avoir abattu l'unique auteur de cette opération. Collé à la rocaille, j'attends. Une fumée épaisse obscurcit la nuit, noir opaque sur noir translucide. Les bruits ont cessé aux abords immédiats. Le désordre me permettra peut-être de me glisser hors de ma tanière. Comme 2 ou 3 hommes sont sans doute restés auprès du corps de Dmitri, il me faudra effectuer un détour. Si le second commando a décroché en direction opposée, j'ai une chance de salut. Sinon... Ma montre indique minuit. La lune se lèvera dans 2h30. Je me soulève précautionneusement, revolver en main. Le sommet de la colline se couvre d'une frange rougeâtre, fuligineuse. Lentement, attentif à ne pas faire ébouler de pierrailles, je longe un buisson, me courbe, bondis jusqu'au suivant. Pas d'autre mouvement que les miens. La pente est de nouveau vide. Là-haut, les pétarades se poursuivent par intermittence, mais les armes légères se sont tues. Je ne sais rien de ma position, ni de la direction à suivre, sinon que je dois marcher vers un occident deviné par mon seul instinct, et c'est bien peu. Le corps aux aguets, je remonte le lit à sec d'un torrent qui a profondément raviné le sol. La masse sombre des pins que je quitte se noircit sous l'éclat des flammes qui m'escortent. Je contourne un mamelon et peux désormais marcher plus vite. Je dispose de 5 heures environ. Ensuite, ce sera l'aube, et pendant la journée, je me terrerai, car toute la région sera probablement ratissée par l'armée. Terre et roc.
Je peine sur la terre où affleurent les plaques grises et ridées du roc qui d'un coup jaillit dans pitons verticaux. J'emprunte des sentiers de chèvres qui s'évanouissent ou se dispersent en ramifications éparses au milieu d'une végétation basse, hostile, dont les pointes acérées se dérobent à la vue sous la compacité des masses sombres. La lumière cendrée de la lune ossifie les rochers, accentue les ombres, esquisse des silhouettes derrière chaque buisson. Les épines enfoncées dans ma peau démangent et par moments piquent avec brutalité. Je gravise à grand effort un mamelon pour m'apercevoir que je n'ai pas vu le sentier facile qui le contournait. Mes tempes battent et mes oreilles bourdonnent. Le pied s'accroche à une racine tordue à ras de terre et le genou tombe sur la pierraille aiguë. Je suis seul, perdu dans un univers dont les feuilles coupent comme cailloux tranchants, monde minéral toujours identique à lui-même, à travers lequel je fuis, frayant ma voie dans les chicanes d'un décor immuable. Je marche et je cours sans me déplacer, et la multiplication de mes efforts me conduit aux mêmes carapaces noires, à d'identiques bosselures crâniennes blanchies par les âges, à des éboulis répétitifs. J'ai été happé par la terre immémoriale et indifférente à laquelle les cartes donnent d'ordinaire un fallacieux visage amical, organisant sa surface en fonction des activités humaines. Mais quelle carte pourrait transformer en lieu d'homme cette rudesse sans yeux aux linéaments indéchiffrables? Sur cette terre grecque, où la première pensée logique a rendu l'univers intelligible, je découvre le chaos qui se propage en confusion interne, embrouillant mes pensées perdues dans un dédale où surnage seulement, buté, l'obsession de ne pas tourner en rond et de rectifier constamment ma direction vers la droite. Je prononce le nom de Déborah comme si l'écho de ces syllabes créait une puissance incantatoire, dressant un axe protecteur qui m'isolerait des sortilèges de la terre. Mais les syllabes qui passent à travers mes lèvres desséchées n'entraînent aucune image assez nette pour clarifier mon désarroi. Je marche et je transpire malgré la fraîcheur de la nuit. J'ai soif et je marche. Le jour va se lever où je serai contraint de faire halte. Le salut est venu brusquement quand pointait l'aube, avec l'aboiement d'un chien, repris tout aussitôt par d'autres. Dans une dépression s'abritaient 2 huttes coniques. Ma présence une fois signalée, je n'avais d'autre choix que d'aller demander l'hospitalité au berger. L'un d'eux était déjà dehors, gourdin en main. Je me suis avancé dans la lumière blanchissante, sans me dissimuler. À quelques pas de lui, je me suis arrêté et j'ai tendu les mains, paumes ouvertes, dans la position du suppliant homérique. Un homme âgé, grand, une couverture sur les épaules, est sorti en se courbant, suivi par un jeune berger. Ils m'ont offert du vin et du fromage, et le plus jeune m'a conduit sous une dalle rocheuse en surplomb d'où je domine la vallée, à l'abri des recherches éventuelles. Par bonheur, je me rappelais le nom du bourg, Volos, lu sur un poteau indicateur aux abords duquel j'avais laissé la Triomphe. Le jeune berger viendra me chercher à la nuit. Il m'a laissé seul après m'avoir donné du pain et une outre en peau de chèvre pleine d'eau fraîche. J'ai confiance en ces solitaires qui vivent dans les écarts de la montagne. Ils tiennent encore l'hôte de passage pour sacré, sans doute parce qu'il est très rare, et que leur existence coule au fil d'un univers parallèle où ils échappent à l'accélération qui nous entraîne. Je ne sais quel lien, quelle conception commune nous unit pourtant, eux qui se méfient de tout ordre administratif pour ne le pas connaître et y soupçonner l'oppression, et moi qui le connais trop bien pour l'apprécier. À plusieurs reprises, quand j'allais à pied par les montagnes du Péloponnèse, j'ai rencontré de ces hommes pétrifiés, drapés dans leurs couvertures, qui m'ont offert avec dignité la seule richesse dont ils pussent disposer, un morceau de fromage sec et rance. Sans doute ignorent-ils sous quel régime vit la Grèce, et il serait très difficile de le leur expliquer.
Il leur suffit que j'ai lutté, ce qu'ils savent sans que j'aie eu besoin d'en rien dire, contre des soldats et contre un camp militaire, rassemblement d'hommes en armes qui, à leurs yeux, ne peuvent être qu'envahisseurs de cette terre stérile et désolée où ils se sont réfugiés, peut-être avant les premières invasions achéennes. Ils échappent par minéralisation, immobiles comme les rocs qui les entourent, ou rapides sur les pentes à la manière des pierres qui déboulent, sans sortir de leur surface protégée. Ils échappent probablement mieux que moi, qui fuis latéralement, en déchaînant la cavalerie logée sous le capot de la TR-6, au long d'itinéraires prévus et balisés. En fait, l'absurdité de ma situation est patente. Porte grande ouverte sur des couloirs coudés qui s'enfoncent dans le monde obscur, où les relations entre les événements ne répondent plus aux lois que nous avons cru découvrir. Peut-être cette ridicule succession d'actes disparates a-t-elle un sens autre que la bouffonnerie d'être parvenu, pour fuir deux hommes qui, après tout, ne m'ont pas attaqué, à m'attirer l'hostilité de tout ce que ce pays compte d'organiser, la police, l'armée et leurs ennemis, les groupes de résistance qui m'ont soupçonné dès l'abord et doivent à présent me juger responsable de la mort de Dmitri. Dans le meilleur des cas, si je retrouve la TR sans qu'elle ait été détectée par la police, j'aurai tourné en rond pour revenir à mon point de départ, un peu plus fatigué, un peu plus menacé. Factuellement, ce détour dans l'illégalité active et offensive n'aura été qu'excursion inutile. La vie a tout d'une farce, et je ne m'entends pas mal à y tenir mon rôle.